Excellences, Mesdames et Messieurs, chers intervenants, bienvenue à cette session. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette séance consacrée à un triptyque stratégique pour l'avenir de notre continent. L'eau, l'énergie et l'agriculture. Trois piliers indissociables, trois leviers de souveraineté et trois conditions essentielles d'une croissance durable. À l'heure où les équilibres mondiaux sont profondément redéfinis par le changement climatique, les tensions sur les ressources, les transformations démographiques, mais aussi les conflits géopolitiques, l'Afrique se trouve à un moment charnière de son histoire. Un moment où les contraintes peuvent devenir des catalyseurs et où les vulnérabilités peuvent aussi être transformées en opportunités d'innovation et de leadership. Car la question aujourd'hui n'est plus seulement de produire davantage, mais de produire autrement. Non plus seulement de croître, mais de croître durablement. Et surtout, non plus d'investir pour aujourd'hui, mais d'investir avec vision, responsabilité et impact. Garantir les fondements de la croissance, c'est accepter de repenser nos modèles, de renforcer nos coopérations régionales et d'aligner nos trajectoires économiques avec les impératifs écologiques, sociaux et géostratégiques. C'est aussi reconnaître que les solutions ne viendront ni d'un seul secteur, ni d'un seul acteur, mais d'une convergence assumée entre décideurs publics, leaders économiques, chercheurs et innovateurs. La discussion que nous ouvrons aujourd'hui est donc bien plus qu'un échange. C'est un espace de lucidité, un espace d'ambition et surtout un espace de responsabilité collective. Pour commencer, j'ai l'honneur de demander à son Excellence, M. Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau du Royaume du Maroc, de bien vouloir initier avec l'allocution d'ouverture officielle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part avec vous aujourd'hui à la Global Growth Conference 2026 organisée par l'Institut Amadeus, dont je remercie chaleureusement le Président, c'est Ibrahim Fessiferi, pour son aimable invitation et pour l'excellent choix de la thématique. En fait, cette thématique s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action du Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour pouvoir véritablement concilier et faire en sorte à ce que le nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire soit une réalité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Bazir, aujourd'hui, force est de constater que l'Afrique est dans un moment important où un certain nombre de challenges et un certain nombre de décisions s'imposent pour pouvoir assurer ce que le souverain appelle l'émergence de notre continent et où la problématique de l'eau, la problématique de l'énergie et la problématique de la sécurité alimentaire sont au centre donc, de ce développement. Et à ce titre, je voudrais dire que nous considérons que l'approche WEFE Nexus, c'est-à-dire Water, Energy, Food and Ecosystem Nexus, s'impose aujourd'hui comme un véritable levier stratégique incontournable de la gouvernance efficace des ressources naturelles pour construire des économies résilientes, des économies inclusives et des économies durables. Et dans ce cadre-là, je tiens à rappeler que le souverain, dans le cadre du discours du trône et de 2024, mais également à l'ouverture du Parlement en 2022, avait mis l'accent sur une feuille de route qui était essentielle. Il faut rappeler que le Maroc a vécu 7 années de sécheresse consécutives. Cette année, nous avons eu la bénédiction divine qui nous a permis d'avoir un taux de remplissage des barrages de 76% et qui a véritablement nous assure entre 2 ans et 5 ans de capacité hydrique pour l'eau potable, mais également donc pour l'irrigation, ce qui sécurise en fait les années prochaines. Mais il n'en demeure pas moins que, vu la situation critique où nous nous trouvions, le souverain a considéré qu'il était essentiel qu'on mette un véritable plan d'action
pour atteindre en fait ces différents objectifs et notamment l'objectif qu'il a fixé, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse de garantir 100% d'eau potable pour la population où elle se trouve et de garantir 80% de nos besoins en irrigation. Donc ça, ce sont les objectifs qui ont été fixés. Et pour atteindre ces objectifs, en quoi consiste l'approche qui a été retenue? La première rupture qu'il y a eu, nous sommes passés d'une logique où le Royaume mettait l'accent sur uniquement donc, la construction des barrages et l'utilisation des nappes souterraines pour répondre à nos besoins, à une logique de mix hydrique, où nous avons les eaux conventionnelles, où nous avons les eaux non conventionnelles, où nous avons donc l'économie d'eau et où nous avons la préservation des nappes souterraines. Et tout ça, en fait, dans un cadre bien précis qui permet véritablement donc d'assurer cet objectif et à l'horizon donc 2050 et aussi de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir une approche territoriale à travers les différentes agences de bassin pour pouvoir mettre en place une politique qui réponde donc à ces objectifs. Alors, un certain nombre de points qu'il faut savoir. Sur le plan d'abord des eaux conventionnelles, 2 axes majeurs à retenir. Le premier, c'est accélérer et élargir en fait le champ des barrages. Pourquoi? Parce que ces barrages sont essentiels pour la protection des populations contre les inondations et leurs biens, mais aussi parce que les barrages sont essentiels pour stocker de l'eau pour les années moins pluvieuses, pour ne pas dire les années sèches. Et dans ce cadre-là, nous sommes à 21 milliards de mètres cubes de capacité de stockage et nous allons passer à l'horizon 2030 à 27 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Ce qui est important aussi de noter, c'est que ces barrages sont accompagnés également par des petits barrages qui sont donc des barrages collinaires pour pouvoir véritablement assurer aussi la mobilisation de l'eau qui peut servir pour notamment l'agriculture et peut servir également pour l'élevage. Important de noter, c'est que nous allons construire au cours de ces 3 prochaines années 155 barrages. Nous avons déjà commencé en 2025, ce qui veut dire qu'on va réaliser en 3 ans ce qui a été réalisé depuis l'indépendance à aujourd'hui, qui sont 150 barrages. Et toujours dans cette logique d'eau conventionnelle, deuxième point à noter, c'est que nous avons constaté qu'aujourd'hui, qu'on avait beaucoup d'eau qui allait en mer. Et donc, le souverain, dans le cadre de son orientation, très clair, il ne faut perdre aucune goutte d'eau. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé la politique des autoroutes de l'eau, qui a commencé par l'autoroute entre Sbou et le Bourg-Grec, qui a 67 km qui a été réalisé en 9 mois et qui a permis d'assurer l'eau potable pour les régions allant de Rabat vers Casablanca. Et donc 11 millions d'habitants ont pu avoir de l'eau grâce à ce transfert. Nous avons transféré 950 millions de mètres cubes entre octobre 2023 et décembre 2025. Tout ça pour vous montrer l'importance de cela. Et toujours dans ce cadre-là, le souverain tient absolument, il l'a dit, rappelé dans le discours du trône, à ce qu'on aille vers une autoroute, la deuxième phase, qui va débuter, Inch'Allah, à la fin de cette année, qui va du Bourg-Grec jusqu'à Omrbé, donc le barrage de Messira, qui a une capacité de stockage de 2,7 milliards de mètres cubes, pour pouvoir transférer 800 millions de mètres cubes par an. On transférait 450 jusqu'à maintenant. Et ensuite, il y aura la troisième phase qui va aller de Ouadlaou jusqu'au Loukous pour arriver à Sbou. Et c'est 400 millions de mètres cubes supplémentaires, ce qui fait qu'à terme, on aura 1,2 million de mètres cubes qui seront donc assurés. Pourquoi je vous parle de tout ça, qui sont transférés? Je vous parle de tout ça parce que cela permet véritablement de garantir l'eau potable, certes, mais garantir aussi l'eau d'irrigation. Et nous avons des surfaces très importantes et des périmètres irrigués comme Kala, comme Chaouia, qui grâce à ce transfert vont bénéficier de cette eau et par conséquent, on aura la capacité de produire encore plus
de produits agricoles nécessaires à notre sécurité alimentaire grâce à ce transfert d'eau. Et donc ça, on est dans le nexus eau-sécurité alimentaire et qui cadre parfaitement avec ce que nous sommes en train de faire. Troisième élément, c'est que nous avons aussi, on va passer aux zones non conventionnelles. Pour les zones non conventionnelles, c'est essentiellement le dessalement d'eau. Et le dessalement d'eau, là, on est exactement dans le nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. Je m'explique. Aujourd'hui, le dessalement d'eau, toutes les nouvelles stations que nous avons lancées sont des stations qui utilisent les énergies renouvelables. Et grâce à ça, nous avons divisé par 2, voire par 60, enfin on a réduit de 60% le coût de production de l'eau dessalée, qui est descendu de 10 dirhams le mètre cube à Agadir à aujourd'hui 4 dirhams 0,9 donc à Casablanca. Et c'est devenu d'ailleurs le prix de référence pour les autres stations. On a l'un des prix les plus bas au monde à ce niveau. Et ça grâce aux énergies renouvelables. 2, nous sommes passés de 46 millions de mètres cubes en 2021 à 410 millions de mètres cubes aujourd'hui. Et à la fin d'année, on a aussi 400 millions qui sont en cours. Et on va atteindre en 2030 1,7 milliard de mètres cubes. 1,2 milliard de mètres cubes qui vont aller pour l'eau potable et 500 millions qui vont aller pour l'irrigation. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à 60% à l'horizon 2030, 60% des besoins d'eau potable proviendront de l'irrigation, proviendront de l'eau dessalée grâce aux énergies renouvelables. Et on aura 500 millions de mètres cubes, donc 100 000 hectares qui seront irrigués grâce au dessalement de l'eau qui a été fait de manière directe. Et plus, parce que de manière indirecte, l'économie d'eau qui était dans les barrages, qui permettait d'assurer l'eau potable pour la ville de Casablanca, pour la ville de Jdida, pour la ville de Esfi, pour la ville de Marrakech, qui sont toutes aujourd'hui reliées, soit directement ou indirectement, donc à des stations de dessalement, Casablanca, Rabat, et bien toute cette eau va rester dans les barrages pour profiter au monde rural et profiter à l'agriculture. Et donc on a triplé presque nos capacités hydriques qui sont sécurisées de manière définitive grâce au dessalement de l'eau, d'où le nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire. Troisième élément aussi, c'est que toujours dans ces zones non conventionnelles, il est question aussi de réduire la consommation de l'eau à travers l'économie d'eau. Et l'économie d'eau, c'est d'abord en fait le reuse, la réutilisation des eaux usées. Donc cette eau qui allait en mer, on va la récupérer, on la traite, ce que nous faisons par exemple dans la ville de Rabat, et on l'utilise en fait pour les espaces verts, pour les golfs, pour les stations également, donc les stades de football et autres. Et donc grâce à ça, aujourd'hui, donc c'est une économie d'eau qu'on prenait des eaux conventionnelles qu'on ne va plus utiliser. Et donc ça va permettre de mieux valoriser l'eau que nous avons. 2, c'est toute la partie canalisation. Parce qu'aujourd'hui, on va améliorer les rendements pour les canalisations qui vont vers l'eau potable, mais aussi qui vont vers l'agriculture. Nous allons avoir également une amélioration de rendement qui nous permettra de réduire sensiblement, en fait, le gaspillage de l'eau que nous avons, et les pertes d'eau que nous avons, et par conséquent, nous allons faire de l'économie d'eau. Et troisièmement, il y a tout ce qui est irrigation, notamment le passage au goutte à goutte qui va permettre de ça. Et ensuite, la digitalisation, et les agrotech, et notre ami qui est là va en parler. Aujourd'hui, ça va nous permettre aussi, ça nous permet déjà de réduire entre 20 et 40% de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Tous ces éléments réunis vont nous permettre d'avoir une meilleure valorisation de l'eau au profit de la sécurité alimentaire et au profit également de l'eau pour le pays. Sans parler que quand on parle d'énergie renouvelable, il y a une composante qu'on oublie toujours, parce qu'on parle toujours de l'eau, de l'énergie qui provient du solaire ou de l'énergie qui provient également de l'éolien. Il y a aussi l'énergie qui provient de l'hydraulique et que ça se fait au niveau des barrages et que rien qu'avec les inondations qu'on a eues dernièrement dans la zone nord et dans la zone du Sbou, nous avons produit l'équivalent de 100 mégawatts grâce à nos barrages. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, là aussi,
il y a un élément essentiel, c'est la valorisation et l'utilisation de l'eau au niveau des barrages pour produire donc de l'hydroélectricité qui va être utilisée également dans le cadre de cette logique de nexus eau potable et irrigation, mais surtout donc la partie relative à le dessalement de l'eau. Dernier point, c'est le financement. Alors pour le financement, je tiens à dire que nous avons également innové dans ce cadre-là, puisque évidemment il y a le financement habituel, donc le financement public, grâce à la mobilisation des fonds au niveau du budget, mais nous avons également donc le financement donc grâce au partenariat public-privé, alors qu'il s'agisse d'un partenariat avec des opérateurs nationaux, des institutionnels, mais aussi du Fonds Mohamed VI qui joue un rôle essentiel. Nous avons le partenariat que nous avons eu avec TAQA et également donc avec Nareva et donc le Fonds Mohamed VI, et qui va permettre de réaliser l'essentiel de ces grandes stations de dessalement d'eau. Mais nous avons aussi des partenariats avec les régions, avec donc la CDG et avec les caisses de retraite qui permettent également donc de financer tout ça, parce que le rendement est là, on connaît la rentabilité et on est dans une logique de long terme, ça cadre parfaitement avec tout ce qui est épargne de long terme qui est mobilisée par ces différentes institutions, sans parler, puisqu'on est aussi dans le vert, sans parler des obligations vertes et des obligations bleues qui peuvent être capitalisées également pour financer ce type de projet. Et si vous permettez, avant de conclure, je voudrais en ce jour rendre hommage à Si Ali Fessiferi, rahimahullah, qui a beaucoup donné, et pour l'eau potable en tant que patron de l'ONEP, mais également donc au niveau de Mazen, puisqu'il était le président du conseil de surveillance de Mazen, pour donc le programme royal donc d'énergie solaire, et qui a contribué à la première station de dessalement de Casablanca, la plus grande à l'époque, c'était 100 millions de mètres cubes, avec le ministère de l'Agriculture, avec Saïd Zarnouch qui était à la tête de ce ministère, et qui a été en fait la première station qui a vu le jour. Et après, aujourd'hui, alhamdoulilah, on est passé à une autre dynamique. Et bien, c'est cette dynamique que connaît notre pays, c'est cette dynamique évolue par le souverain, et c'est cette dynamique qui nous permettra véritablement de nous inscrire dans une logique de souveraineté hydrique, dans une logique de souveraineté énergétique et dans une logique de souveraineté alimentaire. Et je vous remercie. Vous allez m'excuser, je dois absolument y aller, mais il y a monsieur le directeur général de l'hydraulique qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Et merci encore. Un grand merci, monsieur le ministre, pour cette présentation très riche, factuelle, réaliste et audacieuse des chantiers engagés par le Royaume du Maroc. On vous remercie. Monsieur le ministre s'excuse. Il a un engagement à Tanger à 17h, mais nous le remercions pour son temps précieux et pour toutes les informations fournies qui sont d'une richesse très importante. Bienvenue, monsieur le directeur général. Je vais poursuivre la séance en m'adressant maintenant avec plaisir et avec honneur à madame Ritza Zneber, qui, je le rappelle, est présidente directrice générale de Diana Holding, groupe marocain de référence dans l'agriculture et l'agro-industrie durable, engagée dans la modernisation des chaînes de valeur et la transition vers des modèles plus résilients. Donc ma question à vous, madame Zneber, comment concilier justement compétitivité agricole et sobriété hydrique dans un contexte de stress hydrique croissant? Et donc à travers votre groupe et votre expérience, vos choix également courageux, comment transformer structurellement les modèles agricoles afin de produire davantage mais avec moins d'eau? Merci. Écoutez, la question est très vaste. Vous faites peser sur moi un poids énorme en termes de réponse. Donc je pense que je vais filtrer un petit peu. Je dirais qu'en ce qui concerne notre groupe, nous ne sommes pas les plus avancés en termes d'utilisation à la fois des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, mais de la même manière qu'aujourd'hui, il y a une accélération au niveau gouvernemental pour faire face à la pénurie d'eau et à ses conséquences, le groupe s'engage, s'est déjà engagé, et les choses sont en cours pour faire de notre agriculture une agriculture
plus que raisonnée, parce que jusqu'à présent elle est raisonnée, mais il faut raisonner notre agriculture à la lumière de tous ces facteurs et de participer à la souveraineté alimentaire tant que faire se peut, en sachant qu'il y a des défis que le Maroc ne peut pas relever, tels que la souveraineté en termes de céréales, c'est impossible, sauf à revenir à des années de pluie comme celles que nous avons connues il y a 40 ans et plus. Je suis très heureuse d'avoir entendu Monsieur le ministre rappeler que les barrages vont bientôt revenir à leur vocation première, celle que leur avait donnée le fondateur de ces barrages, à savoir Feu Sa Majesté Hassan II, puisque aujourd'hui c'est une très petite quantité de l'eau de ces barrages qui est réservée à l'agriculture. Cette eau a essentiellement été dirigée vers l'eau potable pour la population, et des zones comme la zone de l'Oriental ont été, par la force des choses, extrêmement défavorisées, avec une pluviométrie parmi les plus basses au Maroc, et la détérioration des vergers d'agrumes, où les petits agriculteurs n'ont pas pu résister à la pression de 7 années et plus de sécheresse, et ont arraché leur verger. Donc seuls les plus gros ont résisté tant que faire se peut, mais avec des résultats qui ne sont pas, pour le moment en tout cas, extraordinaires. Voilà, merci. Que ce dialogue aussi public-privé donne ses fruits au Maroc, et que le privé s'engage également dans cette dynamique nationale, et rassurer aussi que dans la gouvernance et la politique, on prenne en considération ces contraintes structurelles qui pèsent sur tous, étant donné l'intérêt commun. Et je suis très très heureuse, Madame Zneber, de vous entendre parler des petits agriculteurs. C'est très très important également de parler non seulement des grands groupements, on va dire, dans l'agro-industrie, mais aussi des petits... Oui, à ce propos, je voulais dire que ces petits agriculteurs sont des agriculteurs que nous agrégions et que nous n'avons plus eu la possibilité d'agréger. Avec la mise en péril d'une unité, par exemple dans notre cas, qui a été construite avec une capacité énorme de traitement pour les agrumes dans la région de Berkane, la région de l'Oriental. Donc heureusement qu'on dit que gouverner, c'est anticiper, même si aujourd'hui c'est devenu de plus en plus difficile vu la fluctuation des données qui est extrême. On ne peut plus réellement prendre des dispositions à temps et en temps voulu. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons quand même très bien anticipé, puisque nous avons fait des essais de fruits rouges il y a plus de 4 ans, puisque nous sommes producteurs de fruits rouges dans le Harb et dans la région du Souss, et que les résultats sont absolument extraordinaires, ce qui nous a permis de susciter des vocations. Et nous savons que la société Driscoll's, pour laquelle nous produisons, qui est une société américaine mondialement connue, est ravie des résultats que nous avons obtenus. Ça nous a permis aussi, et nous permettra de reconvertir notre station destinée initialement essentiellement aux agrumes, et bien aux fruits rouges, ce qui est déjà le cas actuellement. Merci pour le partage de ces expériences locales, mais aussi très très importantes, et qui, j'espère, pourront perdurer, réussir, grandir et être élargies. Et je pense qu'une autre fenêtre intéressante conjoncturellement, c'est les nouveaux projets qui ont été annoncés lors du Conseil des ministres, avec tous les investissements qui vont être donnés au territoire, avec un développement territorial. Et là, c'est très très important d'écouter ce genre d'expérience et de rattraper, on va dire, à travers le refaçonnement de modèles. Et je pense que les acteurs économiques locaux ont un grand mot à dire, et j'espère que les politiques écouteront et suivront, surtout que nous sommes à la veille des élections, donc c'est le moment de parler et de les engager. Alors, Monsieur Samir Rachdi, vous êtes directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Vous êtes particulièrement responsable du pilotage des dynamiques d'innovation et des passerelles entre recherche et industrialisation. Et nous avons écouté à la fois chez le secteur privé et le public cet assoiffement qu'il y a et ce besoin de mettre la recherche et l'innovation au cœur de ce nouveau modèle. Donc, selon vous, quelles innovations sont aujourd'hui les plus prometteuses pour améliorer l'efficacité conjointe eau, énergie, agriculture?
Très bien, merci beaucoup pour la question. Je tiens aussi à saluer les organisateurs et les remercier pour l'aimable invitation. Donc, par rapport aux technologies, c'est aussi une question qui est très, très vaste. Je vais peut-être répondre par famille de technologies. Donc, quand on parle du nexus eau, énergie, agriculture ou sécurité alimentaire, on pense forcément au dessalement, comme l'a précisé Monsieur le ministre. Donc, sur le dessalement, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature, qui est la technologie d'osmose inverse, qui est utilisable avec de l'électricité, on va dire fossile, mais aussi avec de l'électricité renouvelable, d'où les projets qu'on a vus dans notre pays. Donc c'est une technologie qui est prometteuse. Par contre, en recherche et développement, il y a pas mal de sous-familles de dessalement qui s'adaptent plus soit à des quantités d'eau dessalée par jour ou par an, ou par rapport à de la typologie de l'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est des technologies qui sont plus adaptées, par exemple, pour de l'eau saumâtre, dans des régions reculées, pas forcément de l'eau de la mer ou de l'océan. Donc, là-dessus, c'est aussi un effort qui est avancé. Dans l'Institut, on soutient pas mal de projets dans ce sens-là. Deuxième famille de technologies, c'est tout ce qui est traitement de l'eau et recyclage. Donc, là-dessus aussi, il y a aussi des technologies qui sont matures, qui sont utilisées dans l'industrie et dans la vie quotidienne de tous les jours. Mais bien sûr, avec le travail de l'innovation et de la R&D, il y a des technologies qui sont en cours de développement et en cours de validation. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles il faudra insister d'un point de vue étatique quand on s'intéresse à ce sujet-là. Et enfin, je dirais tout ce qui est trait à la digitalisation. Donc là, la digitalisation, c'est un outil transverse, transdisciplinaire, transsectoriel. Et la gestion de l'eau et de l'énergie pour l'eau bénéficie grandement de ce levier-là. Donc à la fois sur le volet sensoring, donc tout ce qui est détection, capteur, etc. Mais tout l'aspect, moi je dirais plus de gestion, d'opération et de maintenance des infrastructures liées à l'eau ou à l'agriculture qui sont pilotées par l'énergie renouvelable ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ce volet-là de la digitalisation est très important, avec bien sûr toute la couche de l'intelligence artificielle qui va, grâce à la data collectée, analysée et agrégée, va bien sûr donner des recommandations de gestion et d'opération de ces installations. Donc voilà en quelques mots les familles de technologies sur lesquelles je pense qu'il serait intéressant de travailler en tant que Marocain quand il s'agit du Nexus. Pardon. Donc merci beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure parce qu'on est particulièrement intéressé par cette dynamique de dialogue entre la recherche et le gouvernement, la recherche et le secteur privé, comment elle s'installe, comment elle s'instaure, comment elle s'ancre dans les modèles de gouvernance et de gestion et comment elle a été accélérée peut-être avec la vision royale autour de la gestion hydrique. Donc je reviendrai vers ça. Je pense que c'est très très important, non seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique. Maintenant, j'ai aussi le plaisir de retrouver notre cher Patrice Fanladossa, qui, je le rappelle, est l'ancien président directeur général de Veolia Afrique et Moyen-Orient. Il est actuellement administrateur indépendant, senior advisor et président du think tank Ressources. Je rappelle aussi que vous étiez président de MEDEF Afrique et vice-président du Conseil d'affaires franco-saoudien, que vous servez toujours à travers votre expertise, notamment dans les domaines des services essentiels, mais aussi des infrastructures environnementales et la structuration de projets complexes dans plusieurs pays. Donc j'aimerais bien que vous nous rejoigniez, vous allez prendre le pupitre à votre demande et que vous nous éclairiez justement à savoir comment cette double expérience que vous avez, à la fois stratégique et financière, pourrait nous donner des éléments sur les garanties pour les fondements de la croissance à travers le Nexus eau, énergie, agriculture. À vous la parole. Merci Damien et puis un grand merci à l'Institut Amadeus pour l'invitation qui m'a été faite de pouvoir intervenir aujourd'hui et vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord et en premier lieu m'associer à l'hommage qui a été rendu par Monsieur le ministre à mon ami Ali Fassifiri, l'ancien président de l'ONU, qui a positionné véritablement le Maroc, et je vous le dis en tant qu'à la fois étranger mais observateur de longue date dans le royaume, puisque j'ai effectivement eu à travailler pendant une vingtaine d'années sur les opérations d'eau et d'électricité ici au Maroc.
Je les ai supervisés en tout cas, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer M. Ali Ferry, qui est devenu un grand ami. Voilà, c'est une vraie perte parce que, je vous le dis, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a positionné, grâce aux travaux qu'il a exercés au sein de l'ONU, le Maroc comme véritablement un leader africain, mais je dirais même un modèle clairement pour certains pays, y compris certains pays européens, en matière de réforme sur les secteurs de l'eau et de l'électricité. Alors je vais essayer de ne pas être très long, mais je vais essayer de commencer par une question relativement simple. Qu'est-ce qui fait grandir, qu'est-ce qui fait croître, qu'est-ce qui fait tourner en fait une économie? Et on pense souvent, c'est le premier réflexe qu'on a, de se dire que ce sont bien sûr les capitaux, les technologies et les talents, les ressources humaines. Mais en fait, avant tout, il y a 3 piliers qui sont absolument essentiels et sans lesquels en fait rien n'est possible du point de vue économique. Ce sont les piliers de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture, c'est-à-dire de l'autonomie alimentaire. En fait, ce sont les fondements absolus de toute croissance et aujourd'hui, force est de constater que ces 3 piliers sont vraiment sous une pression comme jamais connue dans l'histoire moderne et qui pose effectivement aux décideurs politiques un certain nombre d'urgences sur lesquelles ils vont avoir à se positionner dans les quelques années qui viennent. On va commencer peut-être rapidement par un constat sur l'eau. En 2025, il y a 1,8 milliard de personnes qui vivent dans des régions de pénurie absolue. Ce sont environ les 2 tiers de la population mondiale qui sont confrontés à ce qu'on appelle un stress hydrique. Et ce n'est que le début, puisque l'UNESCO a produit une étude et explicite qu'en 2030, la demande mondiale en eau pourrait dépasser l'offre de 40%. 2030, en fait, c'est quasiment demain matin. Vous comprenez bien qu'effectivement, ça projette pour les années qui viennent une nécessité de réflexion absolue sur l'autonomie en eau et en électricité en particulier. Alors il y a quand même un petit point plus récent encore que 2024, c'est 2025. En 2025, l'ONU a franchi un cap conceptuel, puisqu'il y a un rapport de l'Institut universitaire des Nations Unies qui affirme que la Terre est entrée dans une ère de faillite hydrique mondiale, où la consommation d'eau à long terme dépasse désormais le renouvellement de la ressource. On ne parle plus de stress, ça n'est plus vraiment, pourtant c'est ce qu'on lit réellement un petit peu partout, la réalité c'est que nous sommes dans la voie d'une rupture, d'une véritable rupture. En ce qui concerne l'énergie ensuite, la bonne nouvelle c'est que la transition s'accélère et que les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables en particulier ont atteint un peu plus de 800 milliards de dollars en 2024 au niveau mondial, ce qui est un niveau absolument record, et ça s'accélère. Mais en fait, pour respecter les objectifs climatiques, il faudrait porter ces investissements à plus de 1400 milliards. Là encore, je me base sur des études qui ont été produites par les Nations Unies et la Banque mondiale. Soit plus du double du niveau actuel, et donc on est en fait très très loin du compte. On perd du terrain. Et enfin, l'agriculture, pour nourrir les 9 à 10 milliards d'habitants de la planète en 2050, la production alimentaire mondiale devrait augmenter de 72% par rapport au niveau de 2007. Alors, quand on sait qu'on est face à des sols qui se dégradent, face à des sécheresses qui s'intensifient, l'impact du changement climatique n'est pas une plaisanterie et est une véritable réalité. Le Maroc, d'ailleurs, en est au premier titre sur le continent africain. On voit bien qu'effectivement, les réserves d'eau sont en baisse ou en tout cas sont totalement instables. Alors en fait, il y a 3 crises que je vous ai décrites ici, mais en fait, elles ne sont pas du tout séparées, elles sont tout à fait interconnectées. 70% des prélèvements d'eau sont destinés à l'agriculture, même si ce n'est pas le cas ici au Maroc, c'est à l'échelle mondiale le cas, et ça l'est évidemment dans les pays qui sont producteurs en particulier. Touchez l'un, et vous allez ébranler les autres facteurs. Par rapport à ça, je vous ai décrit une situation un petit peu noire. Moi, j'aimerais bien quand même voir le côté de l'opportunité. Ça me semble être d'ailleurs un des titres du congrès d'aujourd'hui. C'est aussi une opportunité, cette crise, parce que, je dirais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché mondial des agrotech, par exemple, est évalué à 27 milliards de dollars en 2023. Il devrait passer plus de 108 milliards de dollars en 2032, avec un taux de croissance annuel de près de 20%. Donc en fait, il y a véritablement un changement de paradigme, mais ce changement de paradigme est une véritable dynamique et donc une opportunité pour à la fois les institutions et les entreprises.
Les investissements dans les technologies d'énergie solaire ont atteint plus de 554 milliards de dollars en 2024. C'est une hausse de 50% par rapport aux 2 ans précédents. Et donc, le secteur privé fournit déjà les 3/4 de cet effort d'investissement dans les énergies dites propres. Alors, en fait, ce n'est pas de la philanthropie, tout ça. C'est vraiment du business. Et c'est une croissance qui est réelle, qui est mesurable et mesurée d'ailleurs, et qui sera durable. Alors, pour aller très vite maintenant sur ce qu'on pourrait faire maintenant, il y a 3 éléments. Premièrement, investir réellement dans les nexus et pas dans des silos, c'est-à-dire cesser d'investir dans l'eau pour l'eau, dans l'énergie pour l'énergie et dans les systèmes agricoles de façon séparée. Véritablement investir dans des projets qui soient résilients et rentables. C'est-à-dire que, et pour le faire de manière très simplifiée, une centrale solaire qui alimente des pompes en eau pour irriguer des terres agricoles, voilà le vrai nexus et l'illustration du nexus qui est à mettre en avant aujourd'hui. Deuxièmement, après investir dans des silos qui ne soient pas isolés, regarder vers des marchés à haute croissance. On sait qu'aujourd'hui, en Afrique, 25 pays font déjà face en fait à un stress hydrique considérable et avec une demande qui est absolument croissante. Donc on a aujourd'hui un besoin d'infrastructures dans les métiers que je vous ai décrits qui est absolument criant et qui va venir petit à petit d'ailleurs, le Maroc y répond déjà, mais qui va venir en priorité dans les politiques publiques à venir. Et puis le troisième message, la troisième chose, c'est, et heureusement ça c'est le génie de l'homme, c'est accélérer l'adoption de technologies. Il y a des technologies qui ont été citées par Monsieur le Ministre, qui sont à l'œuvre ici, la réutilisation des eaux usées bien sûr, mais la réinjection des nappes aussi. Le dessalement, le Maroc est très en avance sur un programme national depuis maintenant plusieurs années. Donc la confiance à la recherche et au développement humain pour mettre au service les résultats en fait de cette R&D face aux technologies est un enjeu absolument majeur. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de question d'idéologie dans tout ça, c'est vraiment une question de lucidité économique. L'eau, l'énergie, la nourriture, ce sont les ressources stratégiques du XXIe siècle et je pense que le Maroc, pour cela, est parfaitement positionné. Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces analyses qui touchent non seulement le cas du Maroc, mais qui donnent aussi un contexte international pour bien faire comprendre à quel point ce positionnement et ce courage est non seulement un acte de leadership, mais une nécessité. Et que ça doit continuer pour qu'on puisse atteindre des objectifs qui sont aujourd'hui, qui s'imposent à nous comme des besoins et pas des options. Donc merci beaucoup. Bien sûr, on reviendra vers vous dans les discussions. Là, je me tourne vers Amin Zarrouk et je pense que vous avez fait la parfaite transition parce que, comme vous le savez, Amin est CEO de Green Apple Lab et de Arwa Solutions. Il est entrepreneur et acteur de l'innovation dans la green economy. Il développe notamment des écosystèmes dédiés aux solutions durables et à l'innovation appliquée. Donc, Amin Zarrouk, quel rôle concret pour l'innovation et les startups dans la transformation des modèles eau, énergie, agriculture? Et ne me dites pas c'est une question vaste, c'est pour que vous soyez précis. Voilà, c'est bon. Eh ben, au contraire, c'est une question très très précise et je te remercie. Je pense que moi je pense l'une des personnes les plus heureuses ici en fait de voir cette thématique parce qu'effectivement ça me parle. Ce triptyque ou ce nexus eau, énergie et souveraineté alimentaire, je pense que c'est vraiment, ça doit être la priorité numéro 1 et je suis très heureux de l'aborder avec une telle qualité de présence et d'intervenants. Monsieur le ministre et les différents intervenants ont souligné comment j'appelle ça, ce use case ou cette illustration de ce nexus qui est le dessalement. Moi, je vais peut-être parler d'une autre illustration qui, pour moi, incarne parfaitement ce nexus, c'est l'agriculteur. Pourquoi je dis l'agriculteur et pas l'agriculture? Parce que l'agriculteur, c'est l'acteur sur lequel on met toute cette pression sur les épaules. Cet agriculteur qui nous nourrit, finalement. C'est grâce à l'agriculteur qu'on mange. Et en fait, parfois, pour ne pas dire souvent, on l'accuse d'être le coupable
du gaspillage de l'eau. Alors que, au lieu de ça, on devait l'aider à trouver des solutions, tous les jours pour survivre et gagner plus et prospérer, lui et sa famille, pour pouvoir assurer une succession. Et donc on voit dans d'autres pays qu'il y a un véritable sujet sur la succession, peut-être un peu moins au Maroc, mais ça va venir, c'est en train d'arriver. Des filles et fils agriculteurs qui ne veulent pas reprendre le flambeau parce qu'ils n'ont pas envie de vivre les difficultés, pour ne pas utiliser un autre mot. Et on voit que ce quotidien de l'agriculteur, à quel point il est compliqué. Nous pensons au niveau de Green Open Lab que notre fondation a pris ce rôle de contribuer comment pouvoir apporter quelques réponses à cette souffrance quotidienne de l'agriculteur en l'aidant à prendre les bonnes décisions. Des fois, on dit ça pour plaisanter, on dit que l'agriculteur, il regrette souvent ses choix parce que soit il irrigue trop tôt, trop tard, il fertilise, fertilise pas assez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est confronté à un besoin de nourrir les gens, en même temps à un changement climatique qui fait la raréfaction des ressources. Bien sûr, on parle de l'eau. Bien sûr, il n'y a pas que l'eau, mais l'eau, quand même, c'est extrêmement important. Et avec ça, il n'arrive pas à pérenniser son business, parce que finalement, c'est un métier. Un métier doit rapporter pour qu'il puisse survivre et vivre, et pas que survivre. Et donc, notre mission, c'est de l'aider à adopter, et ça, c'est un terme que je vais utiliser assez souvent, adopter les démarches, les méthodes, les outils pour produire plus et mieux, avec moins et durablement. C'est extrêmement important parce que dans ça, il y a l'eau, mais il y a aussi l'énergie, parce que une vraie vocation de l'agriculteur, ce n'est pas juste cette définition classique de producteur d'aliments, mais l'agriculteur est un producteur d'aliments, il est producteur de data, il peut être producteur d'énergie, parce qu'il a une grande superficie. Il est aussi producteur de crédit carbone. Parce qu'en fait, lui, il va réparer les dégâts des usines qui polluent. Donc, il a aussi cette mission. Et donc, pour tout ça, il doit être rémunéré. Il ne peut pas le faire gratuitement. Et on doit lui faciliter l'environnement qui va lui permettre de faire ça. Je prends un exemple et après je reviens à un exemple sur l'électricité. C'est pour moi, les agriculteurs, les 9 millions de SAE, de surface agricole utile du Maroc, cette grande superficie, ces agriculteurs doivent produire de l'énergie solaire. Nous sommes un pays où on sait quel est le potentiel solaire, donc pourquoi ne pas leur trouver des mécanismes qui leur permettent de générer un revenu grâce à la production d'énergie solaire pour qu'ils puissent les revendre, la produire et la revendre et créer une ligne dans leur business plan de l'exploitation. Pareil pour la data, parce qu'effectivement, nous on travaille beaucoup sur l'IoT et sur l'IoT, les capteurs, en fait, l'agriculteur, il va capter des données par rapport au sol, par rapport à l'environnement, par rapport aux plantes. Toute cette data, on doit l'aider à la monétiser pour qu'il puisse sortir avec un revenu. Et là, je vais parler de l'eau, clairement, parce que l'eau, l'agriculteur, on l'accuse, consomme beaucoup d'eau, mais un agriculteur, il a besoin d'être conseillé, d'avoir accès justement au conseil, mais avoir accès aux outils, à la technologie, pour qu'il puisse utiliser le minimum d'eau pour produire le maximum d'aliments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait au niveau de la start-up que j'ai créée, qui est Arwa Solutions, qui permet, grâce à la technologie, une technologie qui combine l'IoT, qui combine les données satellitaires et aussi l'intelligence artificielle, pour aider l'agriculteur à juste prendre la bonne décision au bon moment. Pour parler de l'eau, on va l'aider à calculer l'évapotranspiration de ces plantes pour savoir quelle est
la bonne quantité d'eau à donner. Mais il ne suffit pas de calculer juste la bonne quantité, il doit aussi savoir quand irriguer, quel est le meilleur moment pour irriguer, pour optimiser, pour utiliser le maximum de potentiel de cette quantité d'eau. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut l'aider à savoir comment irriguer. Quand on a un sol qui draine, si on voit qu'on a une plante, allez, je vais simplifier, a besoin de 5 litres, il ne suffit pas de prendre un seau de 5 litres et de verser, parce que si le sol il draine, c'est un sol sablonneux, la plante va bénéficier peut-être de 10-20% et le reste va partir. Et donc, c'est une combinaison de plusieurs datas, la nature du sol, l'évapotranspiration, la pression, comment la technologie va l'aider à éviter les fuites. Et les fuites, ça consomme énormément d'eau parce qu'il n'a pas les outils. Il ne peut pas surveiller, parce qu'on lui dit il faut que tu irrigues le soir, la nuit, parce qu'on optimise, alors que quand il dort la nuit, on ne va pas lui demander de rester éveillé. Il doit avoir un système de notification pour savoir s'il y a des fuites. Donc tout ça, en fait, et je peux citer des exemples jusqu'à demain, en fait, notre fondation va travailler sur deux aspects majeurs. Le premier aspect, avec cet agriculteur, comment l'aider à faire le pas vers la technologie. En fait, nous sommes un accélérateur d'adoption des technologies agricoles à travers des événements, à travers des rencontres, à travers de l'immersion. On a une ferme de démonstration pédagogique dans la région de Sfro qui permet à l'agriculteur de venir toucher, parce que l'agriculteur est pragmatique, il doit vivre une expérience en immersion. Et de l'autre côté, et ça c'est extrêmement important, on va travailler au niveau des jeunes parce que nous pensons que le jeune est le meilleur ambassadeur de la technologie et le meilleur facteur d'adoption. Le jeune, même si en fait c'est un fils ou fille d'agriculteur qui vivent dans la campagne, il va être capable d'utiliser la technologie de manière très rapide. Et donc c'est un véritable levier d'adoption. On a besoin de lui et on a besoin des entrepreneurs qui vont travailler pour trouver des solutions à l'agriculteur. Donc je pense, pour résumer, si nous arrivons à régler le problème de l'agriculteur, sur ces aspects-là, on va aider notre pays à avancer sur sa souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et souveraineté hydrique également. Mais une fois qu'on a réglé ça, l'agriculteur, il a besoin d'un accès au marché pour vendre au meilleur prix. Il a besoin d'accéder au financement et on a besoin, avec la technologie, de le dérisquer pour qu'il puisse se financer et utiliser les bons outils pour réaliser des économies. Il a besoin d'accéder à l'assurance. Et donc, en fait, tout ça, c'est un écosystème. Et nous, on travaille pour essayer de construire et connecter cet écosystème à travers la technologie pour justement aider cet agriculteur à être productif, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, efficient. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations et cette perspective qui complémente cette discussion aujourd'hui très riche. Et je vous remercie particulièrement d'avoir mis l'accent sur l'humain et sur l'agriculteur en particulier et le besoin qu'il s'approprie cette dynamique et qu'il soit outillé et que la technologie devienne aussi un levier de transformation et qu'il soit le porteur de ces technologies. Et la jeunesse en particulier, pas seulement pour la relève, mais pour la facilitation aussi de l'adoption de ces nouveaux mécanismes. Donc merci pour cette perspective. Je donnerai la parole pour clôturer à Monsieur Derby, qui est l'homme clé aujourd'hui. Je rappelle qu'il est directeur général de l'hydraulique au sein du ministère. Nous avons écouté Monsieur le ministre qui nous a donné des données, la vision stratégique, la pertinence avec le contexte, on va dire, pressant, les chantiers en cours. Mais on aimerait vous écouter, vous, en tant qu'acteur, en tant que porteur aussi de ce modèle de gouvernance, pour nous expliquer comment cette dynamique est enchaînée, comment ces chantiers structurants sont entamés et surtout le rythme qui est assez impressionnant, qui pourrait devenir un cas d'exemple peut-être pour les autres ministères. Tout d'abord, merci de m'avoir associé dans ce panel. Justement, donc, vous avez parlé tout à l'heure du territoire. Et donc, pour donner une idée sur cette dynamique-là, je vais donc vous donner une idée ou un aperçu sur un exemple qui, à mon sens, qui est très pertinent et très parlant. C'est au niveau du sud,
Donc c'est au niveau du Sahara marocain, au niveau de Dakhla. Au niveau de Dakhla, donc il y a une station de dessalement, donc qui est en train d'être, dans la phase finale d'achèvement des travaux, donc il va être opérationnel fin 2026. Et c'est une station de dessalement couplée à l'énergie renouvelable, donc l'énergie éolienne, et donc il est conçu pour produire 37 millions de mètres cubes par an. Ces 37 millions de mètres cubes, 30 millions vont être destinés à l'irrigation et 7 millions à l'alimentation en eau potable du Dakhla. Mais c'est un exemple très pertinent dans la mesure où le problème qui est posé dans cette province ou dans cette région, c'est que normalement l'agriculture qui est maintenue au niveau de cette région et également l'alimentation en eau potable de Dakhla, il est assuré par de l'eau souterraine. De l'eau souterraine qui provient d'une nappe qui est fossile, une nappe fossile qui est surexploitée. Et donc, pour pallier donc, à cette problématique de surexploitation de cette nappe-là, la réalisation de ce projet va permettre de soulager, mais également de maintenir l'activité agricole, voire même la renforcer. Il va permettre de soulager la nappe pour substituer l'eau potable donc provenant de ces ressources en eau souterraine donc surexploitée par de l'eau qui est dessalée. Et donc en plus de tout ça, du moment que ces 37 millions elle est insuffisante, le projet prévoit également la réutilisation des eaux usées à hauteur de 1,5 million de mètres cubes pour l'irrigation des espaces verts. Et il est prévu également, dans le cadre du projet, l'amélioration du rendement du système d'alimentation en eau potable pour gagner annuellement environ 2 millions de mètres cubes. Et tout ça dans un cadre qui est contractuel, qui est appelé contrat de nappe. Donc je vous raconte tout ça pour vous dire que normalement, la politique hydrique au Maroc est là comme grand titre la souveraineté hydrique, une souveraineté hydrique qui s'appuie sur, donc qui est au service d'une souveraineté alimentaire, mais également qui s'appuie et contribue à la souveraineté énergétique à travers la production de l'énergie hydroélectrique, mais également en utilisant l'énergie renouvelable pour justement rendre le prix du mètre cube de l'eau dessalée accessible et pour l'irrigation, mais également pour l'eau potable. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces précisions et pour le cas partagé de Dakhla, mais aussi pour partager le modèle de gouvernance qui est contractuel et qui fait ses fruits dans plusieurs projets. Donc, je vous remercie. Nous sommes appelés à clôturer cette séance, mais je le fais avec grande satisfaction. Vraiment, je suis très heureuse qu'on ait une conversation complémentaire avec des perspectives diversifiées, à la fois mondiales, locales, africaines, publiques, privées, innovation, recherche, même niveau start-up. Je suis heureuse aussi qu'on ait mis l'humain au cœur de ces discussions et qu'on ait aussi été lucide, réaliste, vrai et ambitieux. Merci à tous et félicitations. Il y a la séance suivante. Je le rappelle, il s'agira de la Geopolitics of Fragmentation en présence des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, d'Haïti et du Bangladesh. Donc je vous prie de rester dans la salle.